Donc, pour la prochaine conférence, nous resterons dans la catégorie des pratiques agricoles. Notre prochain conférencier, M. Maxime Paré, l'homme en béquille derrière moi, professeur agrégé au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi, va nous présenter les résultats de ses dernières recherches sur l'impact des pratiques agricoles sur la capacité des sols à fournir du phosphore et de l'azote. C'est ce qu'on appelle la belle engrais gratis. Alors, merci, M. Paré. Manon Massé. Gratis. Faites jamais de recherche. Très dangereux. Non, c'est beau, là. Correct. Donc, merci Pierre-Olivier. Donc, effectivement, ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est partie 2 de ce que Jean vient de vous présenter. On a échantillonné le même dispositif, mais étant donné qu'on mesure autre chose, ça va dire autre chose, d'autres genres d'informations, très complémentaires. Ce travail-là, là, je l'ai mis les auteurs, c'est quand on travaille à l'université, Valérie, tu peux en témoigner, c'est jamais nous autres qui travaillent vraiment, c'est les étudiants. Donc, ça, c'est le travail de maîtrise de Julie qui a gradué là, dans le temps des fêtes, puis qui est partie en France, là, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, je vais essayer de présenter du mieux que je peux. Comme Jean le disait, il y a peu d'informations au niveau édaphique, là, au niveau de la science du sol dans le bleuet sauvage. C'est malheureux parce que ça l'indique un peu la direction dans laquelle on prend. Est-ce que ça va, à savoir, est-ce que c'est une pratique durable, est-ce que c'est un système qui est résilient, etc. Donc, notre but, ben là, on est rendu à l'année 6 du dispositif à la bleuetière d'enseignement et de recherche. On a assez de vécu là, pour essayer de répondre à ce genre de questions-là. Puis pourquoi s'intéresser à l'azote puis au phosphore potentiellement minéralisable? Bien, Pierre-Olivier l'a bien vulgarisé, c'est de l'engrais gratis. Donc, effectivement, ce que le sol fournit, hein, on n'a pas besoin de l'ajouter en engrais. Puis, bien, aussi, ce que le sol fournit, ça rend le système beaucoup plus résilient dans le temps, beaucoup plus durable également dans le temps. Donc, comme objectif, on avait comme objectif de mesurer les impacts de la fauche, du fongicide ou de la fertilisation sur ce fameux potentiel de minéralisation de l'azote et du phosphore. Soit dit en passant, cette mesure-là n'a jamais été faite dans le bleuet sauvage dans le monde. Ah, ça, c'est un beau schéma que je présente souvent aux étudiants. Je le décrirai pas en détail aujourd'hui. Ce que vous devriez essayer de voir ici, c'est que j'ai mis des flèches vertes et des flèches rouges. Les flèches vertes, c'est ce qu'on veut, puis des flèches rouges, c'est ce qu'on veut pas. Donc, quand le producteur applique de l'engrais, ici, ben, il applique essentiellement, s'il applique de l'engrais minéral, il applique du sulfate d'ammonium, donc ça s'en va directement enrichir le pot de l'ammonium ici. Si on est biologique, on applique du fumier, on enrichit le pot de la matière organique. Hein, on n'applique pas des engrais sous forme de nitrate ici, parce qu'on n'est pas dans un système de production, par exemple, de maïs-grain. Hein, le bleuet sauvage, ça on le sait, il n'absorbe pas très bien le nitrate et ça devient toxique relativement rapidement. On veut vraiment conserver le cycle au niveau de l'ammonium et non du nitrate. Puis quand que le bleuet prend l'ammonium, bien là, il fait de la matière organique, il fait de la biomasse. Quand on fauche, ça retourne dans le pot de la matière organique. Puis ce pot-là bien, est reminéralisé en azote minéral l'année d'après, par exemple. Puis aussi, quand on parle de nitrate, c'est pas souhaitable parce que le nitrate peut prendre essentiellement 2 routes, soit 3, se faire absorber par les plantes, ou se faire convertir en N2O, donc en protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre qui est vraiment pas souhaitable. Anthony va en parler tantôt, ou bien se retrouver dans les eaux souterraines. Le nitrate étant chargé négativement, il est moins bien retenu par le sol. Donc ça, c'est plein de bonnes raisons de ne pas favoriser le nitrate puis de favoriser l'ammonium dans le système bleuetière. Au niveau du cycle du phosphore, c'est beaucoup plus simple. On applique essentiellement le phosphore de 2 façons, sous forme organique à l'aide de fumier ou sous forme d'acide phosphorique, donc le fameux ion orthophosphate, le PO4. Puis ça, il n'y a pas vraiment de différence entre le bleuet sauvage et le maïs là, dans la littérature. Donc, les deux absorbent le phosphore sous forme de ces formes d'orthophosphate-là. Encore une fois, le phosphore est retourné à la matière organique quand vous fauchez, puis il peut être reminéralisé dans le système l'année d'après. La particularité avec le phosphore, ou particulièrement l'orthophosphate, c'est qu'il peut se faire absorber vraiment facilement par les particules de sol, puis pas n'importe quelle particule, le fer et l'aluminium. Donc, les agronomes sont bien au fait de la capacité de fixation des sols.
quand on parle de l'indice de saturation en phosphore, bien, c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'on veut calculer le ratio entre le phosphore puis le fer et l'aluminium pour bien connaître cette fixation-là. Puis le phosphore peut voyager dans les eaux via, par exemple, l'érosion hydrique. Donc, quand une particule de sol voyage de votre champ vers le cours d'eau, c'est là qu'elle commence à polluer l'environnement au niveau du phosphore. Pour la méthodologie, essentiellement, c'est le site de la bleuetière de recherche. Je vais y aller rapidement. Là, on échantillonnait exactement les mêmes parcelles. Donc, on avait la fauche comme traitement, donc mécanique thermique, fongicide avec et sans, puis fertilisation minérale, organique et aucune. On n'a pas échantillonné le cycle de 2 ans que Jean y parlait tantôt parce on va refaire ça, on va se revoir dans 4-5 ans pour parler de ça plus tard. Puis, au niveau de l'échantillonnage, on échantillonnait en 2021, donc après 5 années de traitement. Donc, on commençait à avoir un historique intéressant. Puis, il y a 2 profondeurs. Moi, je l'ai marqué 5 à 0 cm parce qu'en pédologie, l'horizon organique, c'est 5 à 0, puis de 0 à 15. C'est les mêmes horizons, en fait, que Jean a mesuré tantôt, excepté tout de Jean, tu avais parlé de 5 à 20. M'excuse la confusion. L'azote potentiellement minéralisable, comment on a réalisé ça? Comment on a déterminé l'azote et le phosphore que le sol était capable de vous donner, qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre? On a réalisé des incubations au laboratoire. Donc, on a vous voyez des échantillons de sol dans un incubateur qu'on set up à différentes températures. La durée d'incubation a été de 20 semaines. Puis pendant ces 20 semaines-là, on a décortiqué ça en 9 temps d'échantillonnage, à savoir 0 semaines, 2 semaines, 4 semaines, jusqu'à 20 semaines. Puis au niveau des températures, bien là, ça, c'est des choix du chercheur. Là. On a décidé de setuper l'incubateur en fonction des températures de sol enregistrées à la berre dans les 3 dernières années. Donc, on a des sondes de température, on a des sondes TDR, par exemple, qui enregistrent également la température à la bleuetière, puis on a des bons niveaux à chaque année. Fait que vous voyez la courbe, là, on a vraiment calibré l'incubateur pour mimer, en fait, le climat sol ou la température sol de ce site-là. Puis au niveau de l'humidité, on a setupé la ligne à 60 % de la capacité au champ. Bon, ça, c'est un terme en sciences du sol que les gens comprennent bien, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que c'était juste assez humide pour permettre aux micro-organismes de bien fonctionner, puis juste assez sec pour avoir des conditions bien oxygénées, pour ne pas créer des milieux en manque d'oxygène, comme par exemple dans des conditions de saturation en eau. Donc, au total, on avait 964 échantillons de sol. Donc, si je décortique ça, ça fait 12 traitements. Donc, des traitements appliqués à la bleuetière, les combinaisons de traitements, 4 répétitions, 2 profondeurs, 9 temps d'échantillonnage. On avait mis les échantillons dans des pots maçons parce que Julie a également mesuré la respiration des sols, mais ça, je ne vous le présenterai pas aujourd'hui. Puis au niveau, comment on mesure ça? Bien, en fait, on extrait avec du CaCl2. Ça permet, c'est pas nécessairement l'élément extractif qui est privilégié pour cette méthode-là, mais ça nous permettait de faire les deux avec ça. Fait que c'est un bon compromis. On a analysé le phosphore et l'azote essentiellement par colorimétrie. Puis on avait des relations linéaires là, super belles. Là, je vous en mets quelques exemples ici, là, donc d'azote cumulé, donc sous forme d'ammonium, le premier à gauche, le nitrate au milieu, puis le phosphore à droite. Donc on était capable en ajoutant chaque semaine, d'avoir une belle cumulation de l'azote ou du phosphore qui était minéralisé. Puis à la fin, on arrive avec un chiffre, c'est essentiellement la différence entre le dernier point et le premier. Donc, pas la pente, mais l'amplitude de la courbe qu'on prenait. Au niveau des résultats, là, je vous mets le tableau d'analyse à variance. Ce que ça dit essentiellement, ça dit 3-4 choses. Le premier, c'est qu'à droite, vous voyez les horizons minéraux, donc la profondeur, plus en profondeur, les pratiques n'impactent pas que ce soit la minéralisation, la nitrification ou la minéralisation du phosphore. Fait que ça, c'est en concordance avec Jean, ce qu'il vient de vous présenter. Puis, dans l'horizon organique, donc dans la couche de sol de l'horizon organique, essentiellement, l'élément le plus fort, c'est la fertilisation qui va impacter tout ça. Puis ensuite de ça, on a, je vais vous les présenter là, dans les diapos suivantes, on a la fauche qui va impacter la nitrification. Donc, si on décortique ces résultats-là, pour le premier, on voit par exemple en axe horizontal, on a les traitements fertilisants, donc le sang, le traitement organique puis le minéral. Puis en Y, on a la minéralisation, donc la production d'ammonium à travers le temps pour des incubations de 20 semaines. Donc les résultats sont super clairs. On voit que quand on ajoute de l'engrais minéral, on augmente de beaucoup la capacité du sol ultérieur là, à nous fournir de l'ammonium dans le temps. Tandis que quand on ajoute de l'engrais organique, ça n'arrive pas, puis quand on ne met pas d'engrais, bien, ça arrive encore moins.
Ben, de toute façon, c'était égal les deux. On a aussi à voir l'axe des Y là, qui était rapporté en kilos d'ammonium à l'hectare. Donc, on pense souvent que ces sols-là sont stériles, qui ne minéralisent pas beaucoup, ben, stériles entre guillemets, mais qui sont pauvres, etc. Mais quand on fertilise, là, année après année, on a des quantités d'ammonium qui se rapprochent de 125-130 kilos d'azote à l'hectare. Donc, les bactéries travaillent extrêmement fort, les champignons extrêmement fort dans ces sols-là. Puis pour expliquer ça, hein, c'est assez simple. Quand on fertilise avec de l'azote minéral, on augmente les taux de matière organique. Donc, la plante fait plus de biomasse. Il y a plus de résidus que vous fauchez quand vous fertilisez bien. Puis à la longue, mais ça apporte plus de matière organique. Puis ce gain de matière organique-là, ici, il n'était pas significatif, mais honnêtement, les courbes ils ont vraiment la même shape. On voit vraiment que l'augmentation de matière organique du sol a tendance à augmenter la minéralisation de l'azote. Au niveau de la nitrification, ça, je reviens à mon début, là, on ne veut pas ça, on ne veut pas de nitrate dans nos sols de bleuetière. On voit que c'est l'inverse, c'est l'engrais organique qui favorise la nitrification au détriment de l'engrais minéral. Donc, on voit que l'engrais organique augmente de beaucoup la nitrification ou la production de nitrate, alors que l'engrais minéral, lui, diminue par rapport aux témoins la nitrification. Ça, comment on explique ça? C'est essentiellement, c'est connu dans la littérature, les bactéries qui font de la nitrification sont fortement impactées par le pH du sol. Donc, quand on fertilise, on diminue le pH, puis on diminue l'habilité des bactéries nitrifiantes à convertir l'ammonium en nitrate. Donc ça, c'est... Puis si je reviens aux résultats à Jean, là, j'étais allé... Excuse-moi Jean, j'étais allé un print screen de tes résultats. C'est exactement ce que Jean a montré. Quand on fertilise avec de l'engrais minéral, on diminue le pH. Puis en diminuant le pH, oui, vous favorisez vos mauvaises herbes, vous diminuez la présence de vos mauvaises herbes, mais vous diminuez la capacité de vos bactéries du sol à produire des nitrates. Puis ça, c'est souhaitable. Puis l'engrais Actisol, lui, vous le voyez au niveau du pH, par rapport aux témoins, l'engrais Actisol ou le fumier de poulet vient rehausser votre pH du sol. Fait qu'il vient augmenter la capacité de ces bactéries-là à convertir l'ammonium en nitrate. Au niveau du phosphore, les deux engrais se comportaient de façon relativement similaire en ce qui concerne la minéralisation du phosphore. Donc, on voit que quand on ajoute des engrais, que ce soit minéraux ou organiques, on augmente la capacité de beaucoup. Là, on parle de entre 75 et 200 kilos de phosphore à l'hectare, donc ce n'est pas négligeable encore une fois. Donc, on augmente la capacité des bactéries à minéraliser ce phosphore-là. Alors que quand on ne fertilise pas, bien, on voit que c'est plus tranquille. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, on voit essentiellement, si là, je vous rapporte les teneurs en P du sol au fil des années. Donc, on voit que quand on fertilise avec de l'engrais minéral, on enrichit le sol. Ça, Jean vient tout juste de vous le présenter. Puis quand on fertilise avec de l'engrais organique, on enrichit encore plus le phosphore du sol. Voilà, je vous présente les résultats à Jean ici. Puis un autre aspect aussi que je voulais vous présenter par rapport au phosphore, ça c'est peut-être plus pour les agronomes, mais on voit que par exemple l'engrais organique puis l'engrais minéral augmente l'indice de saturation des sols en phosphore. Donc on voit qu'après 5 ans, l'engrais organique arrive proche du seuil d'intervention au niveau de l'ISP. Donc on pourrait penser qu'on commence, dans le fond, ce pointillé-là, ça a été déterminé par Jean là, dans les années 2010, 13, je pense, tu avais publié ça à l'époque. Donc, à partir de 2,8, ce que ça dit, c'est que ça ne donne plus rien de rajouter du phosphore. Donc, on commence à polluer l'environnement, entre guillemets. Fait que, tu sais, on voit que l'engrais organique arrive là plus rapidement que l'engrais minéral. Tantôt, j'avais des résultats significatifs par rapport à la fauche. Fait que là, je vous les présente. On voit la nitrification en fonction de la fauche. Donc, on voit que la fauche mécanique augmente la nitrification du sol, donc la conversion d'ammonium en nitrate. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent c'est quoi le facteur qui influence la nitrification? Le pH. Donc, si vous voyez la figure du pH, exactement. Donc, on voit que ça, c'est exactement aussi ce que Jean vient de présenter. On voit qu'à la longue, la fauche thermique diminue le pH du sol, probablement un lessivage de cation. Puis probablement autre chose aussi, mais quoi qu'il en soit, la fauche thermique diminue le pH du sol légèrement dans l'horizon organique, puis ça, c'est souhaitable, on va dire à long terme. Quoique la nitrification était significative, mais ce n'était pas catastrophique, là, comme dans le cas du fumier de poulet, par exemple. Fait que si je résume, donc, les pratiques n'ont pas impacté la couche minérale du sol, donc le 0,15 cm. En surface maintenant, dans l'horizon organique,
Bon, le fongicide n'a pas eu d'impact. Donc ça, j'arrive exactement aux conclusions de Jean. Au niveau de la fauche n'a pas impacté l'azote, la minéralisation de l'azote, donc la production d'ammonium ni de phosphore. Toutefois, la fauche mécanique a augmenté légèrement la production de nitrate dans ces sols-là. Là, j'ai mis des couleurs. En vert, c'est souhaitable. En jaune, c'est pas si pire, mais on garde un œil là-dessus. Puis en rouge, ben, c'est commencer à penser à éviter ça. Au niveau de la fertilisation, on voit que la fertilisation a augmenté beaucoup la production d'ammonium. Donc ça, c'est souhaitable. J'ai 2 flèches en l'air, alors que la fertilisation organique ou le fumier de poulet n'a pas impacté significativement. Donc, je l'ai mis en rouge parce que c'est vraiment pas souhaitable, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais quand même, quand on observe les rendements, là, je vous présente pas les résultats, on se demandait un peu pourquoi que l'engrais organique performait moins bien que l'engrais minéral, mais je pense qu'on a une belle réponse là. Au niveau du phosphore, les 2 types d'engrais vont augmenter la production de phosphore dans vos sols, donc ça, c'est souhaitable. Par contre, il faut garder un œil sur le phosphore au niveau de l'engrais organique parce que là, on commence à atteindre des seuils au point de vue de l'environnement critique. Puis au niveau du nitrate, la fertilisation minérale va diminuer le nitrate, donc ça, c'est super, tandis que l'utilisation d'engrais organique de fumier de poulet va augmenter la nitrification, donc ça, c'est loin d'être super. Donc, la fertilisation minérale, le sulfate d'ammonium, plus particulièrement, est super bien adapté au bleuet sauvage, donc c'est un gros thumbs up. La fertilisation organique, à savoir le fumier de poulet, est mal adapté au bleuet sauvage. Puis là, il faudrait commencer à trouver des alternatives dans le futur. On va regarder ça. Donc, thumbs down. Potentiel, une autre conclusion intéressante aussi, potentiel de minéralisation de l'azote. On pensait que ces sols-là ne produisaient pas beaucoup d'azote, point de vue microbiologique, mais on a de la belle engrais gratis, là. Fait qu'on va commencer à regarder ça aussi parce qu'on a des quantités quand même importantes. On parle de 150 à 200 kilos de minéralisation produit à l'hectare. Puis ça, c'est de la nette. Hein? Je ne vais pas mesurer la brute, là, c'est vraiment la minéralisation nette. Donc ça, c'est intéressant. Puis d'autant plus que j'ai utilisé les températures de la bleuetière de recherche à Normandin. Donc, ce n'est pas les températures de Cancun ni de Miami. Donc, en remerciement, merci au syndicat des producteurs de bleuets, au CRSNG, d'avoir financé ce beau projet-là, qui continue d'ailleurs, très heureux. Puis j'aimerais remercier aussi tous les partenaires, là, Agriculture Canada, la CAFEN, Joël. Je ne sais pas, Jean l'a vu, mais Joël, un gros, écoute, extraordinaire, Joël. Fondation du CAC, Club Conseil, Notre Labo, etc. Donc, merci.